Je dois d'abord vous faire part d'une nouvelle qui va vous décevoir. C'est que Marc Fumaroli n'est pas là aujourd'hui. Et j'avais espéré un peu jusqu'au dernier moment qu'il pourrait être parmi nous. Et je sais que certains d'entre vous l'ont entendu dans ces mêmes lieux et auraient beaucoup voulu l'entendre aujourd'hui. Donc, j'ai su un peu trop tard qu'il ne pourrait pas venir et je n'ai pas cherché à le remplacer. D'ailleurs, il est irremplaçable. Et je me suis demandé que faire de vous à 5h30. Je me suis demandé si j'allais vous envoyer en permanence. Et puis, je me suis décidé à vous garder une deuxième heure. Et donc, comme j'avance pas très vite, ça nous fera aller de l'avant. Et je ferai une courte pause comme d'habitude, parce qu'il y a sûrement certains d'entre vous qui en profiteront pour s'échapper. Et nous recommencerons donc à la façon dont nous faisons les autres semaines. Et en plus, je suis un peu enrhumé, donc si jamais je ne tiens pas 2 heures, eh bien, j'arrêterai avant 2 heures. Voici, je parlais donc dans les 2 dernières semaines de la disparition des antécédents de Swann entre 1909 et 1912, de l'effacement de sa généalogie, de ce que l'on trouvait dans les cahiers sur son père et sur sa mère, passages sur lesquels j'insistais la semaine dernière, cette mère, créature d'exception, qui avait déjà pénétré dans les salons de l'aristocratie parisienne. Et avec cette disparition, eh bien, était effacée de la même façon la thèse que Proust soutenait dans les cahiers sur l'assimilation des Juifs en France au XIXe siècle, sur leur ascension sociale et sur leur faculté d'adaptation à la France moderne. Thèse, je le disais, soutenue à la fois par les philosémites et par ceux qui en profitaient pour attaquer les Juifs au même motif. Tout cela disparaît donc du roman et nous n'avons plus que des indices, à la manière dont Carlo Ginzburg les décrivait la semaine passée, à la manière proustienne qui nous donne les effets sans nous donner les causes. Nous n'avons plus d'explications, mais nous avons des indices à interpréter, à déchiffrer. Et me semble-t-il, il y en a de 2 sortes qui sont assez évidents dans ces premières pages à propos de Swann et puis qui se poursuivront tout au long du roman. Du reste, ce sont des indices physiques qui ont trait notamment au nez, et nous avons beaucoup de choses sur ce nez de Swann dans le roman, et puis ce nez de la famille, et bien sûr sur le nom. Donc ce sont du nez et du nom dont je voudrais parler un petit moment. Justement, lorsque Proust insistait autant sur la généalogie de Swann, sa mère et son père, par exemple dans le cahier 8, eh bien nous ne trouvions rien du tout sur son visage, sur son corps, aucune description physique. Et je vous rappelle la phrase qui suffisait « Monsieur Swann était juif et mon grand-oncle n'aimait pas les juifs ». En revanche, dans le cahier 9 c'est celui de Misonnette, de Combray, on trouve une addition marginale qui est la première notation physique. Elle est autographe, ce cahier, je vous l'avais dit, c'est un cahier que Proust dicte à un copiste de Combray, et on trouve dans la marge, vous pouvez le lire, bon, il arrive dans l'obscurité du jardin familial de Combray, on ne distinguait pas, corrigé en on distinguait mal, son curieux visage en bec
d'aigle, curieux visage en bec d'aigle, sous un haut front entouré de soyeux cheveux, airs, corrigés en blond, blond presque roux. Donc roux, blond, presque roux. Bon, cette phrase de description, cette addition, deviendra, dans le texte définitif, une phrase que j'ai déjà citée il y a quelques semaines. On distinguait mal, même début, son visage au nez busqué, aux yeux verts, sous un haut front entouré de cheveux blonds presque roux, coiffés à la Bressan. Et lorsque j'avais déjà introduit cette phrase, je vous avais montré ces photographies de Bressan, de l'acteur Prosper Bressan, et Charles Haas, avec cette représentation donc de la coiffure à la Bressan. Et je voudrais vous montrer également, j'en profite pour vous montrer cette représentation bien connue de Charles Haas dans le tableau du musée d'Orsay, le cercle de la rue Royale de 1868, où on a cette image d'un Charles Haas un peu plus jeune, avec ses cheveux blonds, presque roux. Un peu plus loin dans le texte, 4 pages plus loin, dans Combray, on trouve une autre allusion à son nez busqué. C'est donc ça qui est la marque de Swann pour longtemps, ce visage au nez busqué, ce nez busqué. Autrement dit, c'est ce nez qui reste, tandis que le judaïsme s'estompe, et je crois que je vous ai déjà indiqué l'étymologie de ce busqué. C'est le busque, c'est le buste féminin qui donne le busque, le corset, et ensuite la lame de baleine, d'ivoire ou d'acier qui tient le corset au XIXe siècle. Autrement dit, ce nez busqué conserve une ambiguïté puisqu'il est valorisé. Il peut être valorisé de deux côtés, à la fois le nez sémite pour le nez crochu ou le nez aristocrate pour le nez aquilin. Au fond, on a ces deux synonymes de busqué, crochu ou aquilin. Et on va voir que Proust joue avec les deux. Par exemple, ailleurs, c'est toujours dans Combray. Pardon, non, ce n'est pas dans Combray, c'est dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Les traits du visage de Swann sont comparés au nez busqué, aux cheveux blonds, vu que chaque fois qu'on parle de Swann, c'est ce nez busqué et ses cheveux blonds, du charmant roi mage de la fresque de Luini, de la fresque du musée du Louvre, et donc l'association est avec ce personnage de la fresque du musée du Louvre. Et le nez de la duchesse de Guermantes, pour signaler cette sorte d'équivocité, le nez de la duchesse de Guermantes, vous vous souvenez que dans Combray, lorsque enfin le héros la rencontre à l'église, il est qualifié de proéminent, mais lui aussi est parfois qualifié de busqué à d'autres moments du roman. Et ce busqué est caractéristique du profil aquilin des Guermantes. Tous les Guermantes ressemblent à des oiseaux. Il y a ce profil qu'on avait déjà, la première description de Swann que je vous citais, c'était ce visage en bec d'aigle. Et chaque fois qu'il est question des Guermantes, ils ont ce profil busqué qui est celui de l'oiseau, qui est aquilin. Par exemple, lorsqu'on aperçoit le duc de Châtellerault, c'est dans le côté de Guermantes, il est question de ce profil busqué que le narrateur aperçoit dans le crochet que faisait le nez du duc de Châtellerault. Aquilin, crochet du nez, arc du nez, et quelques pages plus loin, toujours pour ce duc de Châtellerault, il est question de son nez
busqué sous les yeux bleus à fleur de tête. Et les yeux bleus à fleur de tête, Swann a les yeux verts, les guermantes ont les yeux bleus, mais ces yeux à fleur de tête sont toujours rattachés à ce profil d'oiseau ou à ce profil aquilin. Et il arrive que Proust fasse allusion également au nez aquilin de Swann, par exemple dans cette description, mais l'adjectif disparaîtra du texte définitif, mais c'est toujours dans ce cahier neuf, donc le manuscrit dicté au copiste. Ici, c'est Proust qui a repris la plume, mais c'est donc le manuscrit honnête de Combray, et il est question de la ligne du nez aquilin, ici, pour identifier le personnage. Donc vous voyez que aquilin, c'est une sorte de synonyme possible de busqué, et busqué peut donc virer soit vers crochu, soit vers aquilin. Et c'est vraisemblablement pourquoi Proust y tient tant. L'adjectif est, d'une certaine façon, équivoque dans le roman, mais c'est tout de même un euphémisme stéréotypé du nez juif dans toute la littérature contemporaine, et c'est pourquoi on ne peut pas l'ignorer. Je prends un seul exemple, parce que je le trouve chez un auteur dont j'ai déjà parlé. « Je demande la parole », s'écria au milieu du bruit un petit homme au nez busqué. On ne savait trop à quelle nation il appartenait, ni à quel titre il assistait au banquet. « Je suis juif », commença-t-il, et quand tous les peuples maudiraient la Révolution française, nous, juifs, nous lui dirions « Hosanna », c'est elle qui nous a tirés de la servitude, elle qui nous a rendu une patrie. Aussi, tant qu'Israël durera, le nom de la France sera béni. Du vermisseau de Jacob, foulé aux pieds par les nations, elle a refait un homme. C'est la thèse même du franco-judaïsme que j'ai évoquée à plusieurs reprises ici, de cette harmonie entre le judaïsme et la France moderne, née de la Révolution française, et cette citation, je la trouve sous la plume d'Anatole Leroy-Beaulieu, dont je vous ai déjà parlé, l'auteur d'Israël chez les Nations, et c'est dans un texte sur le banquet du centenaire de 1789, centenaire de la Révolution française en 1889, où il fait parler tous les représentants de la communauté nationale, et on a ici ce qui s'appelle le discours de l'Israélite. Voilà donc l'expression de nez busqué chez ce philosémite modéré qu'était Leroy-Beaulieu, mais on trouverait le même adjectif utilisé de manière, à la manière d'un antisémitisme discret, par exemple chez Romain Rolland, dans Jean-Christophe, un texte où les marques de l'antisémitisme sont assez fortes, La foire sur la place de 1908, où le nez busqué sert de marqueur euphémistique, si vous voulez, pour le nez courbé ou le nez crochu. Et on pourrait dire la même chose de l'expression de Swann à propos de Bloch, c'est quelques pages plus loin dans Combray, lorsque Swann, c'est un passage fameux, parle de ce garçon, il arrive tandis que le héros est en train de lire Bergotte, qui vous a indiqué ses ouvrages, je lui dis que c'était Bloch. Ah oui, ce garçon que j'ai vu une fois ici et qui ressemble tellement au portrait de Mahomet II par Bellini. Oh, c'est frappant, il a les mêmes sourcils circonflexes, le même nez recourbé, les mêmes pommettes saillantes. Quand il aura une barbiche, ce sera la même personne. Allusion au portrait de Mahomet II par Gentile Bellini, qui est à la National Gallery de Londres, et ce n'est de Bloch que Swann qualifie ici de recourbé, et bien un peu plus tard, dans la recherche du temps perdu, il sera justement qualifié de busqué.
ou même de très busqué, quand le narrateur s'étonnera qu'Albertine le trouve beau. Albertine trouve Bloch beau, et le narrateur s'en étonne à cause de ce nez très busqué. « Il est assez joli garçon, dit Albertine, mais ce qu'il me dégoûte. Et puis, une fois qu'elle a appris son nom, je leur ai parié que c'était un youpin. » Et vous vous souvenez de la semaine passée, l'allusion que je faisais à Albertine et à sa croyance au meurtre rituel, que c'est dans les mêmes pages que je trouve ce passage. Quant au nom, le nom de Swann, je crois qu'il a toutes les mêmes ambiguïtés. Il évoque à plusieurs reprises, de manière explicite, une origine anglaise. Vous vous souvenez qu'il arrivera à Gilberte, mais c'est beaucoup plus tard, et je crois que j'ai déjà fait cette citation, c'est dans Albertine disparue, de prononcer au lieu de Swann, Svan, changement qu'elle s'aperçut un peu après être péjoratif, puisque cela faisait de ce nom d'origine anglaise un nom allemand. Donc le texte nous dit explicitement que ce nom est d'origine anglaise. Ce nom fait anglais. Je crois que je vous disais qu'il était employé en français à propos des lampes Swann. Les premières ampoules électriques utilisées en France, c'était des lampes Swann, avant les lampes Edison. Donc on s'éclairait avec des lampes Swann en France dans l'adolescence de Proust. Et puis il y avait aussi ces fameux stylos Swann, dont on trouve de la publicité, de la réclame, comme on disait un peu partout dans les revues et la presse contemporaine, juste avant et juste après la guerre. Mais on pourrait ajouter que beaucoup de noms, à cette référence anglaise, beaucoup de noms monosyllabiques de consonances voisines sont portés par des juifs, et c'est comme ça que ce nom est compris par beaucoup des interlocuteurs de Swann, Schatz, Schön, Schwab, Schwarz, Sfadj, Sohn, etc. Et dans Sodome et Gomorrhe, on le sait, lorsque Swann est sollicité par Bloch pour signer les listes en faveur de Picard, ces listes où le nom de Proust apparaît parmi les premiers, et pour lesquels il avait sollicité Anatole France, eh bien Swann refuse non seulement de demander au prince de Guermantes de signer les listes, mais de signer lui-même. Swann refusa son propre nom, il le trouvait trop hébraïque pour ne pas faire mauvais effet. Et vous vous souvenez aussi que dans le cahier 8 que j'avais évoqué probablement il y a 15 jours, son ami qui était alors le comte de Chambord lui avait proposé c'est l'addition marginale, ici, c'est cette addition marginale, son ami, le comte de Chambord, il était un ami intime du comte de Chambord et pour qui celui-ci, si Swann ne s'y était pas absolument opposé, voulant garder le nom de ses parents tel qu'il était, aurait relevé un grand titre français éteint. Ici, Swann reconnaît donc l'origine juive de son nom et y tient même, comme le dit encore même si, comme le dit encore une variante du manuscrit de Sodome et Gomorrhe, il était porteur d'un nom en soi-même obscur, en tout cas non représentatif d'une race comme eût été un Rothschild. Et vous voyez que là aussi, les données sont contradictoires. Anglais, elles sont, on pourrait presque dire, incohérentes, puisque le nom nous est donné explicitement comme anglais et en même temps explicitement comme hébraïque. Il reste quelques détails ou quelques informations inclassables et peut-être incohérentes, puisque quand on prend l'ensemble des données qu'on peut trouver dans le roman, et c'est pour beaucoup de sujets la même chose,
dans la recherche du temps perdu, il est difficile de trouver leur logique ou leur cohérence. Voici par exemple une réflexion de Madame Cottard. Je reviendrai à Madame Cottard dans un moment. C'est à propos du catholicisme, le catholicisme exacerbé de Charlus. Elle dit, c'est dans Sodome et Gomorrhe, c'est un fanatique. Swann, sauf sur la fin, était plus tolérant. Sauf sur la fin, c'est-à-dire au moment de l'affaire Dreyfus. Il est vrai qu'il était converti. On a déjà évoqué cette conversion de Swann ou de sa famille, et on pourrait encore noter qu'il a reçu, lorsqu'il meurt, un enterrement catholique. Il veut des honneurs militaires, puisque c'est au moment de l'affaire Dreyfus, et qu'il est dreyfusard, mais militariste, mais clérical. Hein. Déjà cette position que je trouvais chez Proust, hein, dreyfusard, mais ni anticlérical, ni antimilitariste, Swann insiste à sa mort pour recevoir les honneurs militaires, et ces honneurs militaires impliquent autour de l'église de Combray tout un escadron de cavaliers. Donc l'enterrement est non seulement à l'église, mais entouré d'honneurs militaires. Enfin, je voudrais noter une réflexion troublante, là aussi difficile de rendre tout cela cohérent, de la mère du héros lors de l'annonce du mariage de Gilberte Swann et de Robert de Saint-Loup. C'est dans le train, en quittant Venise, dans Albertine disparue, et on ouvre les lettres reçues et découvre la nouvelle de ce mariage. Et la mère dit au fils, « Et pourtant, crois-tu tout de même, me dit ma mère, si le père Swann, que tu n'as pas connu, il est vrai, donc la génération précédente, avait pu penser qu'il aurait un jour un arrière-petit-fils ou une arrière-petite-fille où coulerait confondu le sang de la mère Moser qui disait « Bonjour, messieurs » et le sang du duc de Guise. Réflexion vaguement antisémite de la mère du héros ici, qui nous montre que l'assimilation, il y a cette généalogie qui reste maintenant implicite et cachée, que l'assimilation ne s'est pas faite tout de suite et qu'il a fallu au moins quelques générations. Bon, on ne sait rien de cette mère Moser, c'est sa seule apparition dans tout le roman, sinon qu'elle parle comme Gobseck. Est-ce la grand-mère maternelle ou la grand-mère paternelle de Swann? Vous avez vu dans les semaines précédentes qu'il y avait beaucoup d'incertitudes sur cette généalogie. Bon, son nom est apparemment alsacien, cette mère Moser, et non pas oriental. Bon, c'est un nom mosaïque peut-être du côté de Moïse avec ce Moser, et on peut rappeler à ce propos qu'il y avait beaucoup de Moïse dans la famille Weil. Hein, l'aïeul, arrière-arrière-grand-père de Madame Weil s'appelait Moïse, Nathan Weil avait un frère qui s'appelait Moïse, etc. Et la réflexion colore la rencontre de Mademoiselle de Saint-Loup, la fille de Gilberte et de Robert, à la fin du temps retrouvé chez la princesse de Guermantes. Ce sont les toutes dernières pages du roman, et vous vous en souvenez, la rencontre de cette jeune fille, eh bien, c'est celle de la réunion des deux côtés. Venaient aboutir en elle les deux grands côtés, entre guillemets, où j'avais fait tant de promenades et de rêves. Par son père, Robert de Saint-Loup, le côté de Guermantes, par Gilberte, sa mère, le côté de Méséglise, qui était le côté de chez Swann, entre guillemets. Et lors d'une des premières leçons, je vous avais dit que c'était la seule autre occurrence de ce côté de chez Swann dans le roman, à part celle que nous trouvions au moment où le titre était choisi, que nous trouvions dans les
placard grassé pour désigner ce côté de mes églises lors de la promenade. Ces deux côtés, c'est donc le côté paternel et le côté maternel, le côté catholique et le côté juif. Et puis, aussitôt, vient une remarque sur précisément le nez de cette jeune fille. Et on retrouve cette ambiguïté de ce visage, aquilin, busqué. Elle avait les yeux profondément forés et perçants, et aussi son nez charmant, légèrement avancé, en forme de bec et courbé. On retrouve ce bec de la première description physique de Swann, ce bec d'aigle. Bec, busque. Il y a évidemment un jeu entre ces deux sonorités. Légèrement avancé en forme de bec et courbé, non point peut-être comme celui de Swann, mais comme celui de Saint-Loup, puisqu'au fond, ils étaient tous les deux au nez busqué. Je fus frappé que son nez, là aussi c'est un passage assez compliqué, puisque c'est celui de Swann, celui de Saint-Loup, mais en même temps, je fus frappé que son nez, fait comme sur le patron de celui de sa mère, Gilberte, donc, et de sa grand-mère, Odette, ou Madame de Marsante, s'arrêta juste par cette ligne tout à fait horizontale sous le nez, sublime, quoique assez courte. Sublime, quoique assez courte. Donc, encore une fois, un peu mitigé. Le sublime qui est suspendu, interrompu. Et bon, c'est la dernière description de ce nez qui traverse toute la recherche du temps perdu. Et encore une fois, elle est équivoque. On ne sait pas très bien si c'est le nez de Swann ou le nez d'Odette, ou les deux à la fois, et si cette dimension sublime de ce visage, avec ce bec d'aigle, n'est pas en même temps diminuée par cet adjectif court. Vous voyez qu'il reste peu de choses dans le texte définitif de toutes ces réflexions qu'on peut trouver dans les brouillons. Et je m'arrêterai encore à une dernière, puisqu'elle est au début de Combray, et au tout début de Combray, et qu'elle est aussi assez remarquable, cette notation. C'est dans la scène du baiser du soir, refusé au héros en raison de la présence de Swann en visite. Le héros demande à Françoise de transmettre une lettre à sa mère, transmettre une commission pour faire venir sa mère, mais il craint qu'elle ne le refuse, car, nous dit le texte, elle possédait à l'égard des choses qui peuvent ou ne peuvent pas se faire un code impérieux, abondant, subtil et intransigeant, sur des distinctions insaisissables ou oiseuses. Et puis une parenthèse, ce qui lui donnait l'apparence de ces lois antiques qui, à côté de prescriptions féroces comme de massacrer les enfants à la mamelle, défendent avec une délicatesse exagérée de faire bouillir le chevreau dans le lait de sa mère ou de manger dans un animal le nerf de la cuisse. Il n'y a plus qu'une parenthèse, quelque chose de très court, mais cette parenthèse résulte, là encore, d'un développement qui était plus long dans le manuscrit. C'est une addition marginale, autographe, qui était apparue, c'est toujours ce cahier neuf, la mise au net de Combray à l'automne de 1909, sur ce code de Françoise. Vous voyez que tout le texte du copiste est barré, Proust le réécrit, et on voit apparaître cette singularité cruelle de Françoise, sous bifure, cette singularité cruelle
dialectique corrigée en sophistique et oiseuse de ces codes antiques, tout ça c'est donc sous Bifur, de ces codes antiques qui disent « tu peux tuer » de la vieille loi juive, telle que l'édicte la Bible. Ou Dieu, par exemple, qui montre, à côté de prescriptions d'une inhumanité inouïe, des délicatesses excessives, tout ça est beaucoup corrigé, humanité inouïe comme de préconiser de massacrer des enfants à la mamelle et les femmes enceintes, mais interdit pour la préparation culinaire du chevreau de le faire cuire dans le lait de sa mère, en considération de Jacob. Où est-ce que c'est? Je ne sais plus où je le retrouve. En considération de ne jamais manger dans un animal le nerf de la cuisse. Voilà, en considération de Jacob, qui est là. Donc, montrant une connaissance assez grande du texte de la Genèse. Et le passage est ensuite, Proust, on a vu, reprend la plume tandis qu'il dicte, et puis ensuite il dicte de nouveau, et quelques pages plus loin, on trouve la mise au propre, la singularité cruelle, corrigée en l'apparence singulière, sophistique, toujours ce sophistique et oiseuse, de la vieille loi juive, par exemple, qui, à côté de prescriptions féroces comme de massacrer les enfants à la mamelle et les femmes enceintes, fait voir des scrupules d'une délicatesse exagérée quand elle défend, pour la préparation culinaire du chevreau, de le faire bouillir dans le lait de sa mère, ou entièrement stupide quand elle recommande, par un souvenir mal compris de Jacob, pour honorer la mémoire de Jacob, c'est dans le texte définitif que c'est par un souvenir mal compris, pour honorer la mémoire de Jacob, de ne jamais manger dans un animal le nerf de la cuisse. Prescription donc entièrement stupide ici de cette loi juive. Et c'est intéressant de voir cet adjectif sophistique pour la caractériser. Vous avez vu qu'il corrigeait dialectique dans la première version, sophistique qui, encore dans une correction de dactylographie, devient sophistiqué dans les corrections. Sophistiqué, compliqué, subtil. On a oublié la dimension grecque. Alors cette allusion, cette condamnation de la vieille loi juive fait bien sûr allusion à un certain nombre de passages de l'Ancien Testament. Proust réfère explicitement à Jacob, à la lutte avec Dieu dans la Genèse, et tout cela est donc largement corrigé sur les placards, entièrement réécrits et beaucoup raccourcis. Je voudrais conclure sur ce fredonnement qui m'intriguait lorsque Bloch, Swann d'abord dans les brouillons, puis Bloch arrivait à la maison en famille et que le grand-père fredonnait Tilalam, Talam, Talim, ou toujours dans ce cahier 9, qui est c'est dans le cahier précédent, le brouillon de Combray, dans ce cahier 8, que Proust ajoute dans la marge Tilalam, Tam, Tam, Talam, 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 Talim, Talilalam, Tim, Talam. Ce fredonnement dont je vous disais qu'il m'intriguait, qu'il me faisait penser plus à une psalmodie qu'à un fredonnement habituel par cette transcription, et m'évoquer vaguement de l'hébreu plutôt
qu'autre chose. Et après tout, qu'aurait dû fredonner le grand-père lorsque Bloch ou un autre camarade du héros et de son frère arrivaient à la maison, puisqu'après tout, les psaumes en hébreu se disent Tehilim, mais si je vais un peu plus loin, je trouve que Talim, Tilalam, ce sont des mots des psaumes, justement. Et les voici dans les psaumes 10, 1, Talim, pourquoi Yahvé te tiens-tu éloigné et te caches-tu au temps de la détresse? Eh bien, c'est Talim qui veut dire se cacher, être caché, se dérober précisément. Et puis, dans les lamentations, tu as entendu ma voix, ne ferme point ton oreille à mes soupirs, à mes cris, Talem, et Titalam, toujours dans les psaumes, et toujours au sens de se cacher, se dérober. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à mes supplications. Ou encore dans Isaïe, le jeûne consiste, si tu vois un homme nu, à le couvrir, à ne point te détourner de ta propre chair. Autrement dit, ce talim, titalam, c'est bien se cacher, se dérober qu'il veut dire. Bon, je n'irai pas plus loin parce que tout ça reste une supposition très hypothétique, mais il serait facile d'objecter que Proust était très peu familier avec les rites de la liturgie juive. Sans doute un peu quand même. Par exemple, lors de la mort de ses grands-parents, sa grand-mère en 1890, son grand-oncle, Louis Weil, en mai 1896. À cette occasion, il écrit à Laure Heyman, l'actrice amie de son grand-oncle, à l'origine de la scène de la Dame en rose d'Encombré. Il lui écrit, la veille de l'enterrement au Père-Lachaise, « Dans sa religion, il n'y a pas de service ». Et puis un mois plus tard, la mort de son grand-père, Nathé Weil, en juin 1896. De manière assez intéressante, c'est entre la mort de ce grand-oncle, Louis Weil, en mai 1896, et la mort de son grand-père en juin 1896, donc en pleine affaire Dreyfus. C'est à ce moment-là que Philippe Kolb date la lettre que j'ai citée il y a quelques semaines, la lettre à Montesquieu, où Proust écrit « Si je suis catholique comme mon père et mon frère, par contre, ma mère est juive ». Et j'avais analysé ce « par contre ». Selon Philippe Kolb, cette lettre date de mai 1896. Autrement dit, entre deux morts très importantes et vraisemblablement entre deux Kaddish, deux récitations du Kaddish. Proust écrivait dans ces dernières années à un correspondant dont l'identité nous est malheureusement inconnue. Je le cite, « Il n'y a plus personne, pas même moi, puisque je ne puis me lever, qui aille visiter le long de la rue du Repos le petit cimetière juif où mon grand-père, suivant le rite qu'il n'avait jamais compris, allait tous les ans poser un caillou sur la tombe de ses parents. » Cette lettre est citée par Georges Kataoui dans un article très ancien, c'est l'un des premiers sur ce sujet, Proust et les Juifs, dans une revue sioniste, Palestine, en 1928. Et cette phrase, on n'en connaît pas la source, mais elle est répétée partout, dans toutes les biographies de Proust. Malheureusement, je ne sais pas à qui elle était adressée. Mais elle se réfère à cette parcelle du Père-Lachaise qui avait été mise à la disposition du consistoire de Paris en 1810 et où l'une des premières sépultures
est celle de la première femme de Baruch Weil, l'arrière-grand-père de Proust. Une autre sépulture est celle de toute la famille Weil, la famille de Baruch Weil, sa seconde femme, qui est donc l'arrière-grand-mère de Proust. Proust s'est donc rendu régulièrement dans ce cimetière où son grand-père déposait cette pierre sur la tombe de ses parents. Proust nous dit, suivant le rite qu'il n'avait jamais compris, c'est peu probable que cette tradition ait été à ce point perdue. J'arrêterai là pour ce dossier et j'en ouvre un second auquel je vais consacrer le reste du cours aujourd'hui, et qui va porter sur le héros de Combray. Et j'essaye de poursuivre l'exploration de ces surprises, perplexités, pages, passages, phrases, parenthèses, propositions, prépositions, adverbes, conjonctions que je n'avais pas lues ou pas remarquées jusqu'ici et qui peuvent figurer des motifs d'étonnement. Passage dont j'ai envie de parler, mais c'est ce qui va m'occuper aujourd'hui et la semaine prochaine, sans savoir encore très bien comment les lier. Je voudrais explorer un certain nombre de moments ou d'occurrences dans Combray où nous est donné à voir l'absence d'innocence du héros, qui est souvent présenté comme irréprochable, irrépréhensible, blanc, neutre, mais qui, au cours des lectures que j'ai faites ces derniers temps, m'a semblé plus malicieux ou plus pervers, pourrait-on dire. C'est d'ailleurs un aspect du roman auquel, quand je retrace, quand je parcours les premières lectures, personne ne semble particulièrement sensible. Et je me demande à partir de quel moment on a commencé à repérer cet aspect des choses. Et puis en même temps, mais ce sera pour la semaine prochaine, je voudrais suivre les indices qui font de lui un écrivain en puissance, avec l'intuition, c'est un petit peu l'intuition que je voudrais poursuivre, que ces deux aspects, ces deux côtés sont d'une certaine façon liés. Les moments de duplicité ou de traîtrise du héros, les moments où il fait preuve de perfidie et son désir de devenir écrivain, comme si ces deux qualités ou ces deux défauts peut-être allaient ensemble, étaient des traits de caractère liés. Les mauvaises actions du héros et sa vocation d'écrivain. Je ne sais pas encore bien comment relier tout cela. En tout cas, cela passe par les personnages de Bloch et de Bergotte, puisque c'est Bloch qui introduit le héros à la lecture de Bergotte. Et je partirai de plusieurs scènes de duplicité du héros qui me frappent, mais je ne parlerai pas de la plus célèbre, c'est celle de Montjouvin, où le héros est un voyeur. Au fond, il me semble que dans La recherche du temps perdu, il y a quelque chose comme un manuel de la perversion. Et c'est peut-être là qu'un certain nombre de lecteurs candides ont appris ce qu'était la perversion, ce que nous savons de la perversion. Avec l'idée, mais c'est ce qu'on trouve par exemple dans le
dans le livre récent de Jean-Yves Tadier, que j'ai déjà cité, sur le lac inconnu, qui rapproche Proust et Freud, que chez l'un et chez l'autre, cette idée de perversion infantile est présente. Mais Tadier ne consacre pas de chapitre à la perversion, comme ce qui peut rapprocher Proust de Freud. Disons que je voudrais parcourir un certain nombre de scènes de fausse innocence du héros, de fausse naïveté ou candeur. Et le premier exemple que je prends a lieu lors de la visite chez l'oncle Adolphe et de la rencontre de la Dame en rose. Mais d'une certaine façon, on aurait pu s'arrêter déjà à des passages antérieurs. Par exemple, lorsque la grand-mère, dès les toutes premières pages, lorsque la grand-mère est taquinée par la grand-tante, qui fait boire le grand-père, et que le narrateur se réfugie dans la petite pièce sentant l'iris pour éviter de voir cette scène de cruauté. Ce qui m'intéresse donc, c'est cette visite chez l'oncle Adolphe, la rencontre de la Dame en rose, et plus exactement la fin de l'épisode et le comportement du héros qui est étrange, qui est étonnant, et que voici. Éperdu d'amour pour la Dame en rose, je couvris de baisers fous les joues pleines de tabac de mon vieil oncle. Et tandis qu'avec assez d'embarras, il me laissait entendre, sans oser me le dire ouvertement, qu'il aimerait autant que je ne parlasse pas de cette visite à mes parents, je lui disais, les larmes aux yeux, que le souvenir de sa bonté était en moi si fort que je trouverais bien un jour le moyen de lui témoigner ma reconnaissance. Donc, scène où les deux scènes d'émotion. Et bon, on pourrait dire qu'il y a deux attitudes qui sont confrontées ici. Qui observe celle de l'oncle? L'oncle embarrassé, insinuant, sous-entendant qu'il ne faut rien dire. Est-ce le héros sur le moment ou est-ce rétrospectivement qu'il revoit la scène et qu'il comprend cet embarras de l'oncle? Rien ne laisse penser qu'il ne s'agisse pas d'une observation instantanée. C'est le héros sur le moment qui voit que son oncle lui demande de faire silence sur cette scène. Et en face, nous avons son émotion, sa gratitude, sa promesse de reconnaissance. On verra vite la forme qu'elle prendra. Et tout cela est relaté avec assez de distance, d'ironie et de légèreté. Le souvenir, était si fort en effet que 2 heures plus tard, après quelques phrases mystérieuses qui ne me parurent pas donner à mes parents une idée assez nette de la nouvelle importance dont j'étais doué, je trouvais plus explicite de leur raconter dans les moindres détails la visite que je venais de faire. Autrement dit, c'est une scène de vantardise, de hâblerie du héros qui conduit à la catastrophe, faisant comme s'il n'avait pas compris la prière de son oncle, et malgré elle, il raconte son après-midi à ses parents, se flatte, surfait sa valeur, avec une désinvolture qui lui permet de dénier toute culpabilité. Autrement dit, une sorte de sacrifice de l'autre à sa gloire, à sa vanité. Je ne croyais pas ainsi causer d'ennui à mon oncle. Comment l'aurais-je cru, puisque je ne le désirais pas? Le héros ou le narrateur plaide l'innocence, l'absence d'intention malveillante, suivant la vieille distinction casuistique de l'intention et de l'action. Il y a en lui du casuiste, dans cette dénégation, pour parler comme Freud. Et me semble-t-il, c'est peut-être déjà cela qui réunit l'enfant
l'enfant pervers, et l'écrivain en herbe, ce recours à la dénégation et à la casuistique. L'intention faisant défaut, il s'absout à bon compte. Ce n'est pas sa faute, mais celle des autres, ses parents, les adultes, non de ce garçon qui s'est pourtant senti assez grand pour se rendre chez son oncle, tout seul, à l'improviste, sur un coup de tête. Et vous remarquez cette phrase, comment l'aurais-je cru puisque je ne le désirais pas, sans point d'interrogation. Ce n'est pas une question, mais bien une proposition. Et je ne pouvais supposer que mes parents trouveraient du mal dans une visite où je n'en trouvais pas. N'arrive-t-il pas tous les jours, la casuistique qui se poursuit et les excuses, n'arrive-t-il pas tous les jours qu'un ami nous demande de ne pas manquer de l'excuser auprès d'une femme à qui il a été empêché d'écrire et que nous négligeons de le faire, jugeant que cette personne ne peut pas attacher d'importance à un silence qui n'en a pas pour nous. Bon, l'exemple, précisément, n'a pas grand-chose à voir avec la situation. Il s'agit de se taire. Dans l'exemple, il s'agit de se taire quand on vous a demandé de parler, de rendre un service en parlant, au lieu de parler quand on vous a prié de se taire, puisque c'est ce qu'a fait l'oncle. Mais je crois qu'il illustre une même incompréhension volontaire, indifférente, dénégatrice de l'autre, la même incapacité à se mettre à la place de l'autre. Et vous voyez que on a affaire à une très longue, c'est ça qui m'avait peu frappé jusque-là, à une longue excuse, à une longue excusatio qui n'en finit pas. Mais, comme on dit, excusatio non petita, accusatio manifesta. C'est le jeu même de la dénégation. Au fond, comment expliquer une telle erreur grossière de psychologie chez un jeune héros qui est pourtant sensible aux nuances des ressorts psychologiques? On pourrait aussi dire excusatio propter infirmitatem, comme tout le monde, dit-il, je suis comme tout le monde. Je m'imaginais comme tout le monde que le cerveau des autres était un réceptacle inerte et docile, sans pouvoir de réaction spécifique sur ce qu'on y introduisait, et je ne doutais pas qu'en déposant dans celui de mes parents la nouvelle de la connaissance que mon oncle m'avait fait faire, je ne leur transmisse en même temps, comme je le souhaitais, le jugement bienveillant que je portais sur cette présentation. Le héros, vous voyez, refuse toute responsabilité dans la tournure malheureuse que prennent les événements et il charge les autres leurs principes. Mes parents, malheureusement, s'en remirent à des principes entièrement différents de ceux que je leur suggérais d'adopter quand ils voulurent apprécier l'action de mon oncle. Mon père et mon grand-père eurent avec lui des explications violentes. J'en fus indirectement informé. Quelques jours après, croisant dehors mon oncle qui passait en voiture découverte, je ressentis la douleur, la reconnaissance, le remords que j'aurais voulu lui exprimer. À côté de leur immensité, je trouvais qu'un coup de chapeau serait mesquin et pourrait faire supposer à mon oncle que je ne me croyais pas tenu envers lui à plus qu'à une banale politesse. Je résolus de m'abstenir de ce geste insuffisant et je détournai la tête. Mon oncle pensa que je suivais en cela les ordres de mes parents et ne leur pardonna pas. Il est mort bien des années après, sans qu'aucun de nous l'ait jamais revu. Conclusion donc catastrophique. Et au terme de cette longue casuistique, cette explication sans jugement, je résolus de m'abstenir de ce geste, du coup de chapeau, insuffisant, et je détournai la tête. Il y a donc une sorte de reniement, d'aveuglement, et cet aveuglement du héros n'est nullement revu
commenté par le narrateur de façon rétrospective. Tout cela est donc assez terrible jusqu'à cette sorte de flèche du Parthe, le héros qui rencontre son oncle en ville, qui se détourne au lieu de le saluer, comme s'il ne l'avait pas vu, comme s'il ne le connaissait pas, ou plus, par gêne, indifférence, hauteur. Comme la grand-tante disait de Bloch, il est à claquer. Le héros est à claquer dans cette circonstance, dans un malentendu qui a été créé par lui et qu'il ne reconnaît pas. Cet épisode, je vous en ai déjà un peu parlé de cet épisode du grand-oncle, qui est important. Il est absent du manuscrit de Combray. Il est ajouté à la dactylographie en 1911 et on en trouve une ébauche dans un cahier de 1910, c'est le cahier 13, et on ne sait pas à ce moment-là que la dame en rose, c'est Odette, mais le passage est beaucoup plus rapide. Le voici. Je vous le lis. La joie de connaître la dame en rose, c'est la première ligne, avait eu un premier effet qui avait été d'embrasser mon oncle, presque les larmes aux yeux, en lui disant que je ne savais comment je pourrais, jusqu'à ma mort, lui prouver ma reconnaissance. Elle en eut 2 heures après un second, qui est qu'après beaucoup de paroles mystérieuses et de sous-entendus, je racontai à mes parents la connaissance que je venais de faire, lequel récit eut à son tour un 3e effet, qui fut qu'on ne me ramena jamais chez mon oncle, et que la scène que lui fit mon père ayant amené des propos qu'à son tour mon père n'oublia pas, mon grand-oncle est mort bien des années après, sans que jamais aucun de nous l'ait revu. On a donc un passage très bref, sans rien de cette casuistique que je décrivais, qui vise à excuser le héros de cet épisode malheureux. Et la nouvelle rédaction, quelques pages plus loin, dans le même cahier, eh bien, elle est beaucoup plus proche de la version définitive, et on y trouve déjà la casuistique. Éperdu d'amour pour la dame en rose, je couvris de baisers fous et de caresses passionnées les joues couvertes de tabac de mon vieil oncle, tandis qu'il me laissait entendre avec assez de gêne, sans oser me le dire ouvertement, qu'il aimerait autant que je ne parle pas chez moi de cette visite. Je lui dis, les larmes aux yeux, que le souvenir que je gardais de sa bonté était si fort que je trouverais bien d'une manière ou l'autre de le reconnaître. Il était si fort, en effet, que moins de 2 heures plus tard, après quelques paroles mystérieuses auxquelles mes parents ne me semblaient pas prêter assez d'attention et ne suffisaient pas à leur donner l'idée de l'importance nouvelle dont j'étais doué, je ne pus résister à leur raconter dans tous ces détails ma visite à mon oncle. Je ne croyais pas causer d'ennui à mon oncle. Ce qu'il avait fait n'excitait nullement ma colère, mais comment aurais-je cru que cela pouvait exciter celle de mes parents? Toujours cette dénégation et cette question qui n'a pas de point d'interrogation. Vous voyez que cette casuistique, cette question rhétorique, cette psychologie dénégatrice qui sert à excuser sont déjà là. Et puis, il y a encore une version, mais cette fois-ci, c'est celle d'un copiste, où on retrouve exactement la même casuistique. Cette brouille a été causée par l'inadvertance du héros, par cette sorte de suffisance, d'égoïsme peut-on dire, mais ce qui est frappant ou étonnant ou curieux, c'est que cela ne suscite aucun commentaire de la part du narrateur, que la dénégation reste telle qu'elle dans le texte. Or, si vous vous en souvenez, il arrive à peu près la même chose, exactement la même chose, quelques pages plus loin, avec Bloch.
le scénario se répète à l'identique. Et bien sûr, ces répétitions sont toujours hautement significatives, avec la même brouille et la même revendication d'innocence, la même crédulité. Souvenez-vous, les plaisanteries antisémites du grand-père, la mauvaise éducation de Bloch, l'excès de ses émotions, mais tout cela n'aurait pas suffi à le chasser de la famille. Il a fallu que le héros y mît du sien. Et on l'aurait encore reçu à Combray, malgré toutes ses mauvaises manières, si après ce dîner, comme il venait de m'apprendre, nouvelle qui plus tard eut beaucoup d'influence sur ma vie et la rendit plus heureuse, puis plus malheureuse, que toutes les femmes ne pensaient qu'à l'amour et qu'il n'y en a pas dont on ne put vaincre les résistances, il ne m'avait assuré avoir entendu dire, de la façon la plus certaine, que ma grand-tante avait eu une jeunesse orageuse et avait été publiquement entretenue. Je ne pus me tenir de répéter ces propos à mes parents. On le mit à la porte quand il revint, et quand je l'abordai ensuite dans la rue, il fut extrêmement froid avec moi. J'arrête ici pour un instant, pour respirer, mais vous voyez que le verdict familial de bannissement est le même. Il est cette fois formulé sans toute la casuistique qu'il y avait lieu quelques pages auparavant, mais c'est exactement la même histoire. Je reprends dans quelques minutes.